l'avez deviné, ce témoignage s'appelait Italiano-Marocain. Et j'accueille maintenant Sigolène Gauthier, qui va nous parler de l'ambivalence des émotions. C'est important aussi quand on parle de la joie. Oups, pardon. Un petit plus dans notre programme. Vous savez, c'est le programme du plus, vraiment, aujourd'hui. Voilà. Françoise Granel, vice-présidente de Jeanne Mab Saint-Étienne. Je vous dis un petit mot. Moi, je voudrais vous saluer, vous dire bonjour, vous remercier au nom de notre association Jeanne Mab, vous les congressistes qui êtes venus des quatre coins de France, mesdames, messieurs les élus, d'avoir si gentiment accepté de faire l'ouverture de ce congrès. Je vais être très brève et je vais vous dire une phrase de Kant, que la joie est le plus divin des discours. Je vous remercie. Bonjour à tous. Sigolène Gauthier, psychologue. En unité de soins palliatifs à Lyon, il y a d'ailleurs 2 bénévoles que j'ai croisés tout à l'heure de notre unité. Alors j'ai entendu tout à l'heure, merci pour cette invitation, déjà j'ai entendu tout à l'heure que nous avions aujourd'hui à vous éclairer un peu. Alors je propose même qu'on allume un petit peu la salle, est-ce que c'est possible? Ah merci. Moi ça me va bien de vous voir et puis je vous ai déjà éclairé comme ça, donc je suis contente. Ça me rassure un peu. J'espère que ça ne vous dérange pas, ça, l'ambiance. Ça va? Bon. Je suis là pour vous parler un petit peu de l'ambivalence des émotions pendant un petit moment, et puis après on aura un temps d'échange. L'idée n'est pas que je parle toute seule, mais bien avec vous. Un peu d'émotion pour moi, déjà, pour parler un peu d'ambivalence, parce que pour moi, Saint-Étienne, alors je viens de Lyon. Pour ceux qui ne le savent pas, Lyon, Saint-Étienne, derby, quoi. Et quand même, venir à Saint-Étienne, c'est pour moi le berceau. C'est vraiment pour moi le berceau des soins palliatifs. Je suis arrivée ici à 23 ans, en sortant de la fac et en approchant un réseau de soins palliatifs qui s'appelait OIPIA, tout au début, pour ceux qui ont peut-être connu. Aujourd'hui, qui est devenu une HAD. Ça fait un peu plus de 20 ans, mais ça, c'est pas très important. Juste pour dire que moi, j'arrive ici avec quelques émotions un peu diverses. Il y a de la nostalgie, c'était il y a une vingtaine d'années, de la tristesse, parce que quand je traverse les rues de Saint-Étienne, je me souviens de quelques visites à domicile, et puis des bons souvenirs en équipe, des bons souvenirs avec les patients. Et je voulais partager avec vous ce sentiment un peu paradoxal qui m'avait étonnée alors que je ressortais de visite à domicile, dans mes premiers moments en tant que psychologue, alors que j'allais voir des gens dans des conditions qui me paraissaient assez tragiques, et pourtant un sentiment qui m'était aussi difficile de nommer, en recevant un remerciement, en étant à l'initiative d'un apaisement, en dénouant des tensions familiales ou en recevant simplement un café à la maison. Je me disais, mais c'est bizarre, je me sens un peu joyeuse. Et en ressortant du domicile, me dire, mais est-ce que c'est vraiment possible ça? Alors je crois que c'est un peu de ce sujet que vous m'avez invité à parler aujourd'hui, se rapprocher des émotions, celles qui nous traversent, qui nous animent, alors que nous sommes au lit de personnes malades et de leur entourage. Alors si vous vous autorisez là maintenant à observer ce qui se passe en vous, vous pouvez vous connecter à ce qui vous anime, à ce qui est présent actuellement, alors que nous allons parler des émotions et de la joie, pour ceux qui étaient là hier et dont restait une petite trace, d'après ce que j'ai compris. Ce sont des émotions plurielles. Et puis, si je vous invite à penser à votre dernier accompagnement, à la dernière visite que vous avez faite, ou au dernier proche que vous avez rencontré,
il est probable que si je vous demande de vous connecter à ce ressenti, il vous faille un peu plus de temps pour définir, pour percevoir ce qui est façonné en partie de cet éprouvé. Il doit y en avoir plusieurs, sûrement, parce qu'il y a des chances que ce ne soit pas une émotion simple, comme on dit, une émotion pure. En fait, il y a 5 émotions: peur, colère, tristesse, joie, honte. Tout ça se mélange et en fait des milliers. Vous pourrez d'ailleurs être surpris par le nombre d'émotions qui vous parcourent, qui vous traversent, dans un seul accompagnement. Et c'est peut-être de ça que vient encore plus la commande que vous m'avez faite. Alors là, je vais vous décrire exactement les 4 mots qui étaient marqués un petit peu sur la feuille de commande. Il y avait bien d'autres choses, parce que c'était intéressant de parler avec toute cette équipe de Saint-Étienne, mais il y avait une petite phrase qui disait « dénouer le nœud, joie, tristesse, mort, culpabilité ». Joie, moi aussi j'étais assez surprise, tristesse, culpabilité, des émotions, et au milieu, bam, la mort. Et que ça, articuler ces émotions avec la question de la mort, on ne va pas en faire d'économie, c'est quand même tout un programme. Un programme dont je vous remercie parce que moi ça m'a fait penser à plein de choses. Et puis aussi peut-être à une sorte d'injonction paradoxale, justement, parlez-nous, Sigolène, de la joie, là où elle est tragique, parlez-nous de la joie à côté de la mort, parlez-nous, je crois surtout, autorisez-nous à évoquer la joie dans nos rencontres. Bien sûr qu'il faut s'autoriser à vivre quelque chose de ça. Et on va essayer d'approcher et de voir pourquoi. Alors vous m'avez dit ambivalence des émotions. L'ambivalence, c'est quelque chose qu'on vit quand même de manière assez régulière. C'est de ressentir 2 ou plusieurs composantes, de sens contraires, de choses en même temps. C'est assez commun en somme. Je me souviens d'une patiente il n'y a pas très longtemps qui me disait qu'elle avait marié sa fille, qu'elle avait pleuré de joie de la voir se marier, mais pleurer aussi de la tristesse de voir sa fille arriver à un âge où elle n'est plus une petite fille. C'est terminé, c'est fini. C'est ça, l'ambivalence. Et on va dire que c'est assez commun. Pour ce qui concerne la joie dont nous parlons aujourd'hui, je me demande s'il n'y a pas, plus j'y pense, s'il n'y a pas quelque chose de plutôt paradoxal. On pourrait dire, par exemple, que même les soins palliatifs s'inscrivent dans une composante paradoxale. Faire émerger, soutenir du vivant, alors que ça meurt. Vous voyez ? Dans une dernière intervention publique, j'avais évoqué un patient en disant le mourant, qu'il représentait à ce moment-là, donc en disant le mourant. Et de manière très juste, une personne de l'Assemblée avait exprimé un peu sa colère pour dire qu'il s'agissait d'un vivant. Et je dirais que cette intervention m'anime encore. La question n'ayant pas de réponse, c'est pas une question, mais comment définir ce patient à ce moment-là ? Dans l'instant, quand je rencontre ce patient, il est bien vivant, il s'exprime, même s'il n'exprime pas de parole, il est en relation avec son environnement. Il n'y a rien de mort en lui. Cependant, en termes de processus, il y a quelque chose que je ne peux pas m'empêcher d'observer comme mourant, en train de mourir. Et ce qui m'empêche aucunement, jamais, de soutenir toute cette articulation qui existe en lui, entre ce qui est, et je vais définir ça, l'articulation entre la pulsion de vie et la pulsion de mort à ce moment-là. Alors ça paraît des mots un petit peu beaucoup, mais en même temps, allons-y. Pour résumer, la pulsion de vie, il me semble que je pourrais dire de manière très grossière que c'est tout ce qui va animer la personne, la mettre en dynamique, en désir, en activité psychique. Et puis, la pulsion de mort, c'est ce qui va tendre à soulager un trop d'activité, quelque chose qui ferait trop, qui serait agitation, et qui viendrait faire un peu chape, avec un objectif d'éviter justement cette excitation, cette agitation. Par exemple, on pourrait imaginer qu'un patient très épuisé pourrait parfois s'agiter très intensément, à vouloir faire, agir, marcher, se lever comme avant. Ça pourrait être très énervant, très violent, très souffrant. Et dans l'incapacité dans le réel, la pulsion de mort, elle est là un peu pour réguler, pour lui permettre de barrer l'envie. Cette articulation, cette
Cette confrontation constante entre la pulsion de vie et la pulsion de mort, elle est à l'œuvre dans tous les patients, dans la psyché des patients que l'on rencontre. Et c'est ça qui fait la dynamique psychique vivante des patients. Lorsque l'une des pulsions gagne, on se retrouve par exemple avec des patients soit très agités, soit très apathiques. Et souvent ces rencontres-là, quand c'est l'un ou l'autre, elles nous mettent à mal. Elles témoignent d'une moins bonne régulation psychique pour les patients. Pourquoi je vous parle de ça, de cette articulation, de cette confrontation entre la pulsion de vie et la pulsion de mort? Parce qu'il me semble que nous la trouvons aussi chez nous, en miroir. Que nous pouvons l'observer dans ce qui se passe dans le groupe d'accompagnement, l'accompagnement des bénévoles, mais aussi l'équipe. Pour moi, l'équipe auprès du malade, elle inclut les bénévoles, bien sûr, et tout le monde vit ensemble autour de ce patient. Il y a quelques semaines, je me réjouissais de voir les bénévoles sortir de leur groupe de parole en riant ensemble. J'ai mon bureau qui est juste derrière l'endroit où ils font leur groupe de parole. Et ils riaient, ils étaient dans une ambiance tellement légère. Donc moi, ça m'a rempli de joie. Je suis même sortie en disant « ça va, vous êtes en forme ». Voilà, c'était léger, ça plaisantait. Cette pulsion de vie, cette dynamique que j'entendais, je crois qu'elle est organisatrice du groupe de bénévoles. Et vous voyez comme elle vient aussi nous animer, nous, les professionnels à côté. Donc ça soude les bénévoles, ça permet de soutenir ce que les bénévoles vivent dans les visites, et je crois que ça n'est pas anodin que ça se soit passé aussi après un groupe de parole. Il y a bien des endroits où ça se transforme quand même, les éprouvés que vous ressentez. Et donc, cette joie que vous avez, qu'ils ont partagée, mais que vous partagez souvent, elle vient compenser, proposer quelque chose d'autre à côté du tragique, de la séparation, de la mort, dont je suis sûre que l'on parle aussi en groupe de parole. En gros, quelque chose qui pourrait compenser le lourd. Nous avons l'habitude de dire combien nous pouvons faire ce travail parce que nous sommes en équipe, parce que nous sommes nombreux, parce qu'on rigole bien ensemble, on mange aussi, c'est vrai, que cette organisation fondamentale du groupe est support de sa capacité à poursuivre les accompagnements. Heureusement que nous avons des moments de joie et de travail ensemble. Ces mouvements de rire ensemble, on pourrait presque dire qu'ils viennent compenser quelque chose du dépressif, qui est normal et qui est à l'heure, presque parfois sur un mode maniaque. J'ai pas honte de dire que le vendredi soir, moi j'ai plus tendance à raconter des blagues et à rigoler. Pourquoi pas ? Pourquoi ne pourrait-on pas compenser ce qui est de tragique avec ce qui nous anime ? La pulsion de vie est très à l'œuvre. Et elle est heureusement là. Alors pour poursuivre au-delà du groupe, parce que là je vous parlais du groupe de bénévoles, ou du groupe d'équipe, il me semble aussi que la demande pour ce matin, il y avait quelque chose aussi pour parler de manière individuelle. Comprendre un peu si nous pouvons parler de joie. Comment définir ce qui vous traverse lorsque vous vous sentez quasiment heureux après une visite, par exemple. Et il me semble que cela ressemble à un sentiment. Alors, est-ce que c'est de la joie, être en joie? Parfois oui, parfois c'est un sentiment plaisant, une légèreté, un sourire aux lèvres, ou dans le cœur, quelque chose qui fait du bien, quelque chose qui réchauffe. Un moment riche partagé. Certains m'ont dit une rencontre réelle et authentique. Et bien d'autres choses qui vont donner du sens à vos visites. En tout cas, c'est du positif qui vient mettre à distance le négatif. Et ce positif en vous a sûrement à voir avec ce qui s'est traversé pour le patient aussi. Ce qui me semble vous questionner aussi, c'est combien il peut être presque culpabilisant d'envisager se sentir joyeux alors que vous visitez les patients dont nous parlons depuis tout à l'heure. Vous visitez des personnes qui peuvent être tristes, déprimées, des personnes souffrantes, parfois esseulées, parfois douloureuses, parfois en colère. Ça, c'est ce qu'on a comme idée quand même, première. Et alors que vous êtes à l'écoute de la rencontre gratuite de ces personnes, comment envisager d'accueillir de la joie? J'entends presque dans la question, est-ce que c'est sain? Alors, si vous êtes d'accord, juste dire ce qui se passe dans les premiers moments de cette rencontre.
alors que vous allez à l'écoute du patient, à l'écoute d'un proche. Vous frappez à la porte ou vous le rencontrez simplement dans le salon des familles. Bonjour, je suis bénévole, je vais juste vous dire bonjour, proposer une visite, chacun de vous se présente comme il veut bien sûr. Et là se déploie une sorte d'approche, une tentative que moi j'appellerais d'accordage, tout de suite, qui tente de retrouver en l'autre des signes d'accueil ou au contraire de recul. Vous êtes tout de suite en train de vous demander comment j'approche. Est-ce que j'y vais? Est-ce que j'y vais pas? Vous êtes la plupart du temps à la fois bien rassuré et sécurisé par le cadre de votre intervention, vous êtes bénévole, et puis quelque chose en creux de ce qui pourra venir, de ce qui pourra se présenter dans cette rencontre. Et peut-être que vous avez déjà entendu parler de ce patient, de son humeur, de son histoire, ou peut-être pas du tout. Et ça, je dirais presque que ça n'a pas d'importance. Ce que vous êtes là, c'est en train d'observer comment rejoindre ce patient. Ici se passent deux choses. Un peu d'identification. Qu'est-ce qui est commun entre moi et lui? Quel est son âge par rapport au mien? Est-ce qu'il y a quelque chose que je vais pouvoir reconnaître, dans lequel je vais pouvoir m'identifier? Et puis quelque chose de la projection aussi. Qu'est-ce que j'imagine qu'il est en train de vivre dans ce lit, dans ce lieu? Qu'est-ce qu'il souffre? Qu'est-ce qu'il traverse? Ces deux mouvements-là, simultanés, que vous connaissez bien, initient la rencontre et vous permettent de vous ajuster, de vous accorder aux besoins de la personne que vous rencontrez. Parfois, il me semble que vous percevez qu'il faut un temps d'apprivoisement, que ça ne va pas se faire tout seul. Puis le moment où vous allez tout de suite être collé, sentir qu'il faut tout de suite être présent. Ça, c'est ce que vous lisez, c'est ce que vous sentez avec votre appareil à penser là. Quoi qu'il se passe, vous êtes témoin d'une émotion, d'une humeur. Vous éprouvez vous-même quelque chose de ce que vit le patient. Vous êtes en sorte, avec vous-même, des réceptacles d'une partie d'une histoire, des ressentis, et c'est un jeu réciproque. Là. Ça paraît peut-être banal de dire ça, alors que vous le savez très bien, mais ça veut dire que ce qui se passe ici résonne en vous, que ça doit bien se traiter quelque part, que vous devez en faire quelque chose de ce qui se vit à l'intérieur, que ce soit de la tristesse ou de la joie. Il y a quelques jours, j'échangeais avec une bénévole du service, je sortais d'une chambre et je me casse le nez sur la bénévole, avec plaisir, qui me dit « Comment tu la trouves? Dimanche dernier, on a bien rigolé, on a passé un bon moment. » Et moi, je venais de sortir de cette chambre avec une dame qui demandait une sédation, qui était dans un moment d'angoisse profonde, majeure. Et je crois que la bénévole a vu mon regard. Et vous voyez, là, il y avait une sorte de discordance quand même. Elle me disait, on a vraiment passé un bon moment. Et moi, je disais, oh là là, mais comment est-il possible de passer... Voilà. Alors, il se trouve qu'on se connaît bien avec la bénévole. Donc, je lui demande, ah bon, mais qu'est-ce que vous êtes... Enfin, dimanche, c'était comment? On a parlé de sa famille, ses amis, on a joué. Bon, on a tout fait sauf parler de la maladie, remarque. Ah oui, parce que là, ça paraît compliqué, je lui dis, elle est si mal, en tout cas, on est dans un autre temps. Alors, nous voilà bien rassurés l'une l'autre sur la temporalité de chacune, qui pourra expliquer qu'à quelques jours d'intervalle, quand même, on n'ait pas rencontré la même personne, qu'elle ne nous fasse pas vivre la même chose, comme s'il y avait besoin de se redire l'une et l'autre que chacune avait bien raison de percevoir une émotion différente. En gros, on a besoin de s'autoriser à sentir, vous voyez ? Vérifier que chaque émotion est juste, réelle, pour la patiente aussi, qu'on ne s'est pas trompé, qu'il s'est peut-être passé quelque chose entre ces deux moments, ça c'est possible. Il pourrait y avoir quelque chose qui ferait penser que c'est bizarre d'avoir passé un moment sympa, léger, avec elle, alors que je viens à moi d'évoquer de l'angoisse de mort. Et pourtant, c'est bien ce qui existe pour cette patiente, son ambivalence, mais peut-être aussi son changement d'humeur, et ce par quoi elle est traversée tout au long de son séjour dans l'unité. Et ces émotions qui se diffractent et qui viennent se poser un peu de manière différente sur chacun, suivant ce que chacun amène aussi. Alors,
Il est donc réel de vivre des émotions différentes et d'observer des émotions différentes chez les patients qui peuvent être de la joie, de la tristesse, de la honte et tout ce qu'on a dit tout à l'heure. Mais je crois aussi que parfois vous pouvez vivre des choses, et moi aussi, des choses très défensives. Et ce serait bon d'ailleurs, pourquoi pas. Ce serait pour se défendre de l'angoisse de mort, du tragique que vous rencontrez, du mortifère, on pourrait dire, de venir avec quelque chose d'un peu plus léger, de compenser vous-même, d'amener quelque chose du léger, du bonheur. Parlons d'autre chose, et c'est votre mission aussi. C'est une manière d'approcher, de renouveler l'élan psychique, d'être dans la dynamique qui soutient la relation à l'autre. Et ça, il me semble que ça peut vous faire vivre parfois une sorte de paradoxe, une discordance à l'intérieur de vous, dans l'après-coup. Je vous le propose pour vous, mais moi-même je le vis. C'est-à-dire des moments où on sent bien que ça peut être l'angoisse chez l'autre, mais d'avoir envie d'apporter autre chose. Bien sûr que vous n'allez pas provoquer plus d'angoisse, en tout cas, ce n'est pas votre intention. C'est d'amener quelque chose de léger. Et dans ce moment où vous faites ça, où vous proposez ça, la rencontre se passe et a tout ce qu'elle doit proposer, un soutien. Et dans l'après-coup, j'imagine que ça pourrait être un peu discordant, un peu parfois un retour en se disant est-ce que c'était approprié, est-ce que j'ai décalé, est-ce que j'ai su écouter à l'endroit où c'est. D'ailleurs à ça que servent les groupes de parole. Donc il y a ce qui se passe dans l'instant de la rencontre, que vous ne pouvez pas maîtriser, où vous voyez bien qu'on a des mouvements défensifs qui sont normaux. Et puis le moment de l'après-coup, qui vient laisser place et faire émerger toute la complexité du moment vécu. Vous pouvez parfois vous sentir aussi soulagé d'être sorti d'une chambre, d'avoir pu échanger des choses légères, d'avoir échangé des idées d'un patient, de lui avoir changé les idées, d'avoir écouté, provoqué un moment agréable à quelqu'un qui est en soins palliatifs, donc en train de vivre quelque chose de sa fin de vie qui paraît décalée, discordante, voire même culpabilisante. On y revient parce qu'effectivement, en préparant la journée, on a pu nommer combien ça pouvait faire vivre un peu de culpabilité, voilà, d'être presque content, de se réjouir, c'est ça qu'on a dit quand on s'est téléphoné avec Françoise, presque se réjouir sur la misère des autres. C'est violent de le dire comme ça, mais c'est parfois un sentiment comment est-ce que je peux me réjouir d'aller visiter des personnes malades. C'est pas tout à fait de cet ordre, vous voyez. Alors que j'accompagne moi des équipes de soins, parfois je leur demande si elles se sentent satisfaites de leur travail, les soignantes. Et alors c'est signifiant d'observer combien ça les met mal à l'aise. Alors elles me disent l'idée de pouvoir être satisfaites, de faire mon travail, de les amener à penser, elles ont peur que je les amène à penser qu'elles seraient satisfaites de la souffrance des patients. La première réaction, c'est celle-là. Et puis on en vient à se dire que peut-être on n'est pas satisfait, évidemment, de la souffrance, mais satisfait d'avoir pu participer au soulagement, d'avoir pu avoir une action, même si c'est un sentiment d'impuissance, de pouvoir être là, d'avoir pu observer quelque chose d'un instant moins souffrant, un sourire, une étincelle, un apaisement, bref, quelque part être acteur, ce pourquoi ils sont là. Et il me semble que c'est du même ordre pour les bénévoles. La joie d'être là, en capacité de participer, à porter ensemble, se tenir ensemble avec ces personnes qui souffrent, ne pas les laisser seules, sans devoir soignant, sans pouvoir de traitement, gratuitement. S'il s'agissait en effet de jouir presque de la souffrance de l'autre, alors c'est pas la place du bénévole et c'est pas ce qu'on fait ici. Il y a besoin de redire ça. Mais ce n'est pas de cette joie-là, évidemment, que nous parlons. C'est de celle pour laquelle vous êtes compétent à venir ici, bénévole, formé, avec tout ce que vous avez déjà vécu.
avec l'histoire de chacun, qui fait que vous êtes capable d'être à cet endroit-là, à cette place-là. Parce que la culpabilité pourrait venir aussi du regard des autres. On en a parlé en préparant la société, la famille, les amis qui ne comprennent pas trop ce bénévolat auquel vous vous investissez beaucoup, pour lequel vous vous investissez. Vous êtes bizarre quand même d'aller dans les hôpitaux, voir les vivants, mais c'est quand même pas toujours très bien compris. Puis alors si vous commencez à dire mais ça me rend heureux, vous voyez, et pourtant, vous n'allez pas dire non plus, ça me fait souffrir, parce que là c'est du masochisme. Enfin, on s'en sort plus de cette histoire-là. Évidemment qu'il y a quelque chose qui vous porte et qui fait que c'est possible de continuer cet accompagnement, ces accompagnements, jusqu'à ce que ça le soit moins à un moment, et ça n'est pas un problème. Alors comment sortir de cette ornière-là de culpabilité? Quel regard s'autoriser à porter sur les émotions? Eh bien, elles ne se commandent pas, elles se vivent. Rien de plus que d'accueillir ce que cela vous fait vivre. De la tristesse, de la joie, de la honte, peu importe. Je crois que c'est à accueillir comme tel. Parce qu'il me semble que ça se régule, ça se travaille aussi dans les groupes de parole et avec ce que vous traitez les uns avec les autres. Qu'on a le droit de se réjouir d'avoir été là pour quelqu'un, d'avoir été à l'écoute de sa souffrance et d'avoir su poursuivre en équipe. Il me semble que c'est quelque chose dans ce cadre, à l'intérieur, que c'est possible de se sentir joyeux. Pour terminer, puisque je sais qu'il reste 3 minutes, je voulais vous lire une petite partie d'un texte de Carl Rogers. Pour ceux qui ne le connaissent pas, c'est un psychologue humaniste américain, spécialiste de la relation d'aide. C'est comme ça que c'est marqué sur Wikipédia. Et de la méditation. Ce texte s'appelle « J'aime écouter ». Peut-être que certains le connaissent. Et je vais vous lire juste quelques paragraphes. Je ne vais pas... Peut-être d'ailleurs juste le dernier, je vous le ferai passer si besoin. Il parle de sa joie d'écouter. Il dit « J'ai souvent remarqué à la fois que plus profondément j'entends le message de quelqu'un, plus il se passe d'événements. Une chose que j'ai fini par considérer comme presque universelle, c'est que lorsque quelqu'un se rend compte qu'il a été entendu en profondeur, ses yeux deviennent humides. Je pense que d'une manière très réelle, il pleure de joie. C'est comme s'il disait « Dieu merci, quelqu'un m'a entendu. Quelqu'un sait ce que c'est que d'être moi. » En de tels moments, j'imagine un prisonnier dans un cachot, envoyant jour après jour un message en morse. Est-ce que quelqu'un m'entend? Est-ce qu'il y a quelqu'un? Est-ce que quelqu'un peut m'entendre? Encore et encore. Et finalement vient le jour où il entend une faible réponse qui dit « Oui, par cette simple réponse, il est délivré de la solitude. Il est devenu un être humain. Il y a beaucoup de gens aujourd'hui qui vivent dans des cachots privés. Et cela sans qu'ils n'y paraissent. Et il faut tendre l'oreille très attentivement pour percevoir les timides messages qu'ils émettent depuis leur cachot. » Et il me semble que vous êtes à cette place-là pour entendre des tout petits faibles messages et leur dire que vous savez, que vous comprenez, que vous rejoignez ce que vivent ces personnes. Je vous remercie pour votre attention.